Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Alors aujourd'hui, vidéo où je vais essayer de vous introniser un personnage dont vous avez certainement entendu parler, de par un certain nombre de sujets. Je veux parler de ce monsieur, c'est George Soros. Alors, George Soros, j'en avais déjà parlé de façon assez superficielle, de façon assez survolée. Là, je vais vous donner des éléments d'information qui vont vous permettre de comprendre ce que véritablement ce personnage et ses influences. Parce que oui, si pour les médias ou l'information mainstream, grand public, George Soros reste un nom assez vague, assez obscur, assez flou, il n'en est pas moins un personnage aujourd'hui important à l'échelle internationale et extrêmement influent, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, déjà, on va commencer par cerner un petit peu le personnage, à savoir qui est George Soros. Donc George Soros, il naît le 12 août 1930 à Budapest, en Hongrie. De son véritable nom, György Schwarz. Il est né donc d'une famille, on va dire, un petit peu plus que modeste, puisque sa mère était issue d'une famille qui possédait une boutique de vente de soie, et son père Tivadar, lui, fonctionnait avec un certain nombre de relations d'affaires, déjà un petit peu dans le milieu, dirons-nous. Or, il faut savoir que son père a été prisonnier pendant la Première Guerre mondiale. Il a réussi à fuir la Russie, et c'est finalement en 1924 qu'il va rencontrer donc sa mère et qu'ils vont se marier, et c'est ainsi que George Soros va naître le 12 août 1930. Très rapidement, en 1936, sa famille finit par changer de nom de Schwarz pour prendre le nom de Soros. On comprend pourquoi, tout simplement parce que le nazisme, déjà, est de mauvaise réputation vis-à-vis de la communauté juive, puisque, en effet, George Soros est issu d'une famille juive. Et donc, son père, de par ses relations, va réussir à leur procurer une nouvelle identité, une nouvelle origine familiale, une origine chrétienne, ce qui va leur permettre tout simplement d'échapper au génocide. Et je dirais même que le petit Soros, à l'âge de 14 ans, va réussir à se faire passer pour le filleul d'un haut fonctionnaire auprès du ministère de l'Agriculture du gouvernement de collaboration de l'époque. Et donc il va comme ça intervenir, il va assister, on va dire, certaines missions un peu particulières, dont une des missions d'ailleurs sur lesquelles on aura toujours un petit peu d'ambiguïté sur ses tenants et aboutissants lorsqu'il était dans ces fonctions-là, qui consistait à récupérer les biens des Juifs, évidemment, capturés ou emprisonnés ou déportés. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, son père va participer aussi à des opérations d'exfiltration de juifs. C'est-à-dire que c'est là un petit peu le paradoxe. C'est-à-dire qu'à la fois, Soros va plus ou moins participer à l'administration, au fonctionnement d'une Hongrie sous occupation allemande, alors que son père va quand même, lui, contribuer à permettre à des Juifs d'essayer d'échapper à leur funeste destin. Et d'ailleurs, il va y avoir une interview télévisée qui a été faite il y a une trentaine d'années, où justement le journaliste va lui poser cette question, quel était son sentiment à l'époque, alors qu'il avait 14 ans. Et George Soros a répondu que finalement, il était un petit peu indifférent à cette situation, à ce qui se passait, tout simplement parce qu'à 14 ans, il n'avait pas la maturité, il n'avait pas la sensibilité pour comprendre les choses véritablement dans leur sens. Et donc, par conséquent, en effet, il faisait son travail comme il le pouvait, comme n'importe qui, sans arrière-pensée finalement, et c'est d'ailleurs pour ça que certains finiront par se servir de ça pour souligner un petit peu cette ambiguïté. Est-ce que finalement, George Soros n'a pas été un collaborationniste du régime nazi en Hongrie pendant l'occupation? Voilà, le sujet reste relativement en suspens, on va dire, malgré le fait que, je le répète, George Soros a dit lui-même, il a dit, à l'époque, à 14 ans, je n'avais pas les sensibilités et la maturité d'esprit suffisantes pour comprendre les choses. Donc à la fin de la guerre, Soros finit par partir en Angleterre, étudier à la London School of Economics, et il obtient à cet endroit-là, alors
progressivement, en plusieurs années, il va obtenir un bac de sciences S philosophie en 1951, qu'il va confirmer en passant par la suite une maîtrise en 1954 et un doctorat S sciences philosophie à l'Université de Londres. Par la suite, il aura acquis ses expériences en affaires en pratiquant plusieurs emplois dans des domaines d'affaires, dans de certains commerces, produits de luxe, boutiques de souvenirs, etc. Et c'est finalement au culot qu'un jour, il va décrocher un travail de commis en 1954 chez Singer et Friedland, qui est une société de courtage et d'affaires. Et dans cette société, il va finir par évoluer et attirer évidemment la curiosité de certains de ses collègues, dont un de ses collègues qui se trouve être le fils du fondateur d'une société d'investissement qui s'appelle FM Mayer, qui est une société de courtage, pardon. Et donc ce collègue va tout simplement le recommander dans cette société. Et donc Soros va commencer véritablement à prendre les rouages un petit peu du métier d'investissement dans ces domaines, dans ces sociétés, pardon. En revanche, ce qui va l'obliger à se déménager, c'est-à-dire que là, il va être obligé d'aller à New York. Donc il va travailler dans cette société de courtage à New York, et là, il va y travailler comme négociant en arbitrage. Et donc il va encore plus se perfectionner dans ses actions. Surtout qu'en plus, il va se spécialiser véritablement dans les actions européennes, du fait que à l'époque, en 1954, donc, il y a la création de la fameuse CCA. Je fais référence à ma vidéo que j'ai faite sur l'Union européenne, si vous voulez en savoir un peu plus. Et la CCA, c'était la communauté du charbon et de l'acier. C'était une communauté qui, tout était, je dirais, le pilier de ce qui allait devenir par la suite le marché commun européen, et donc les premières bases, les premiers piliers de ce qui allait devenir la communauté européenne, donc l'Union européenne. Et en 1959, il finit par quitter FM Mayer pour une autre société, Wertheim Co. En 1963, et de fait, il revient en Grande-Bretagne pour revenir en partie aussi pour continuer ses études et finir par avoir ce fameux doctorat. Tout en développant évidemment une théorie qui est celle de la réflexibilité, qui consiste à aller plus loin que dans de l'analyse de marché conventionnelle et plutôt anticiper, on va dire, les interactions, on va dire, qui peuvent rendre les rendements beaucoup plus volatiles. En réalité, George Soros était déjà un précurseur de ce qu'allait devenir l'ultralibéralisme dans les marchés, c'est-à-dire à partir du début des années 70, quand le système économique va finalement abandonner les fondamentaux du système économique et capitaliste par la dérégulation et par l'anticipation et la spéculation. La spéculation, eh bien, George Soros était déjà dans cette analyse des différents éléments d'interaction pour en analyser les différentes fluctuations. Et donc, de 1963 donc jusqu'en 1973, eh bien, il va comme ça expérimenter ces analyses et il va petit à petit évidemment commencer à construire, je dirais, son patrimoine financier. Jusqu'à ce qu'il devienne, il va avoir une proposition qu'il va accepter, proposée par Arnold et S. Bleichrader. Il va devenir vice-président de cette société, mais finalement, ça va être une expérience assez ennuyeuse pour lui, parce que ça arrive à une époque où il va y avoir ce que l'on appelle l'introduction d'une taxe de péréquation des intérêts, qui va saper la viabilité du commerce européen de Soros, qui, je rappelle, était beaucoup plus spécialisé sur ce domaine. Se concentrant sur sa thèse de philosophie qu'il passera en 1966, il fondera sa première société de fonds pour expérimenter donc ses propres stratégies. Et donc c'est en 1969 qu'il va créer le hedge fund Double
Eagle, l'aigle double, si vous préférez en français, en 1973. Et à cette époque, il va disposer déjà d'une somme non négligeable de 12 millions de dollars qui va constituer la base de ce qui deviendra par la suite la Soros Fund, qui sera créée en 1970. Avec Jim Rogers, ils vont faire fructifier l'affaire avec une moyenne annuelle de rendement de près de 20%. Et il va finir par démissionner de Double Eagle pour se concentrer plus sur son fonds particulier, non sans briser, on va dire, des relations avec Double Eagle, parce que Double Eagle, il faut le savoir, fonctionnait plus ou moins avec une autre société, mais il a ouvert les portes à Double Eagle pour permettre à des clients de Double Eagle, des investisseurs Double Eagle, venir d'investir dans son propre fonds. Donc déjà, on sent déjà que le type maîtrise bien un petit peu le relationnel d'intérêt. Son fonds, qui s'appelait Soros Fund, il va être rebaptisé en Quantum Fund, et il va trouver ses associés, il va trouver des associés qui, jusqu'en 1980, vont faire fructifier cette affaire et arriver à 400 millions de dollars de patrimoine. Si ce n'est qu'au début des années 80, il va y avoir commençait à y avoir des problèmes, des petites difficultés, des petites crises comme ça qui vont surgir, et si bien que le fonds va perdre 200 millions de dollars. Mais va rester quand même 200 millions de dollars sur les 400 000 d'origine, et que pour un certain nombre d'opérations, comme celle qu'il va faire en 2011 sur le Security and Exchange Commission of USA, eh bien, il va de plus en plus grossir son patrimoine et de commencer à devenir un des acteurs économiques, un des acteurs de la finance, pas seulement européenne, mais aussi internationale, non négligeable. Et le fait est, c'est qu'en 2013, le Quantum Fund va atteindre le niveau de 5,5 milliards de dollars. Alors 5,5 milliards de dollars, c'est-à-dire que déjà, vous voyez, ce fonds pourrait quasiment s'offrir presque un pays africain, si ce n'est pas plus. Mais là où ça va commencer un petit peu à chauffer dans les oreilles de Soros, c'est ce qu'il va faire en 1992. En 1992, eh bien, il va faire une opération spéculative sur la livre sterling. Et c'est ce qui va faire un petit peu sa réputation de loup, finalement, de la finance. Tout simplement parce qu'il va faire une sorte de manipulation et spéculer sur tout simplement ce qu'on va appeler le mercredi noir, qui s'est produit le 16 septembre 1992, où la livre sterling s'est effondrée. Mais il avait réussi par un procédé, alors je ne vais pas aller dans le technique parce que ce serait un petit peu trop compliqué, mais il a finalement réussi à spéculer sur une influence qu'il avait de finalement provoquer plus ou moins cet effondrement de la monnaie. Un procédé d'ailleurs qu'il a fait, qu'il a renouvelé ou qu'il a essayé de renouveler en 1997 sur la crise asiatique. C'est-à-dire que là, il a essayé tout simplement de spéculer sur, alors je crois que c'est sur la monnaie malaisienne, où là, il a essayé tout simplement d'acquérir un gros pactole pour ensuite obliger par des procédés financiers, par des stratégies, de provoquer un effondrement de la monnaie et ensuite pouvoir effectuer une opération spéculative, comme en règle générale, il s'était déjà expérimenté en 1992. Sauf que là, quand même, le Premier ministre malais, eh bien, l'a vu venir. Et aujourd'hui, on sait que le Premier ministre malais a été un des premiers, justement, à tirer la sonnette d'alarme sur les activités de Soros et surtout la puissance qu'il commence à prendre. Donc, avec la crise financière asiatique, il s'attirera les foudres du Premier ministre malais de l'époque. Et en 1999, c'est finalement l'économiste Paul Krugman qui dénonce que Soros a atteint des niveaux d'influence tels que c'était presque, je dirais, une inquiétude de voir quelqu'un avec une telle capacité de pouvoir qui peut possiblement déclencher des crises.
Voilà déjà un avertissement sur Soros en 99, en sachant qu'en 89, Soros a été mis en cause dans une affaire, là plus particulièrement concernant la France, de rachat de parts sur la Société Générale. Cette affaire n'a jamais été véritablement bouclée, où je n'ai pas pu trouver si le procès a été fait, etc. Tout ce qu'on sait, c'est que pour une affaire qui date de 89, eh bien, il faut savoir qu'il a fait appel à différentes cours, jusqu'à aller faire appel jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, où en 2011, son appel a été refusé. Donc, vous voyez un petit peu le déclencheur de l'intérêt de Soros pour la finance et le pouvoir, finalement, a été très grandissant. Alors, côté vie privée, il a été marié 3 fois, il a eu 3 enfants de sa première femme et 2 enfants de sa seconde. Un de ses fils, malheureusement, est décédé, et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'un de ses autres fils, aujourd'hui, est destiné apparemment à prendre la succession de son empire. Mais ce qui est le plus intéressant et sur laquelle il faut s'attarder, c'est finalement, George Soros était un spéculateur, était un homme de la finance. Il était assez éloigné des aspects politiques, on va dire. Mais au final, comme tout homme de pouvoir, au bout d'un moment, forcément, la politique devient un terrain sur lequel il faut s'intéresser, sur lequel il faut être présent. Et en réalité, on peut considérer que le déclencheur de l'intérêt de Soros pour jouer dans la cour politique commencera en 2004, lorsqu'il commencera à faire des dons par l'intermédiaire de sa société, philanthropique, on va dire, à 527 groupes, dont l'essentiel étaient des groupes d'influence qui jouaient au profit du Parti démocrate contre George W. Bush. Sauf que la réélection de George W. Bush, là, va être le déclencheur de George Soros de finalement commencer à être beaucoup plus actif sur les milieux politiques et surtout dans les influences sociales, économiques et idéologiques des pays pour défendre finalement son idéologie. Son idéologie, on y reviendra un petit peu plus loin. Et donc, c'est à partir de 1984 que Open Society naîtra pas sous ce nom-là. Et c'est en fait une première société de fonds dont le nom m'échappe, c'était le Center of American Progress, qui avait été créé en 84 et qui par la suite, par des fusions, par des modifications, etc., est devenu l'Open Society à partir de 1991, au moment où évidemment l'échiquier politique international était complètement modifié puisque l'Union soviétique venait de disparaître. Et c'est à partir de 2010 que Open Society va prendre de plus en plus de place dans l'univers des fondations philanthropiques. Tellement de place que l'Open Society sera même la cible d'une attaque pirate en 2016 pour tenter de récupérer des documents sur les implications de cette fondation sur un ensemble de mouvements qui cherchent en réalité à faire ou à provoquer de la déstabilisation de gouvernements. Alors cette attaque, au final, médiatiquement, a été, on va dire, un petit peu contournée, tout simplement parce que 2016, l'attaque correspond un petit peu à la même période où il y a eu les hackings russes pendant la campagne présidentielle de 2016 qui ont amené, soi-disant, l'arrivée ou la publication des fameux mails par l'intermédiaire de Wikileaks, dont d'ailleurs certains ont commencé à dire que Wikileaks avait été fourni finalement par la Russie. Mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Il n'y a que des convictions qui ont été exprimées sur les différentes commissions qui ont abordé le fameux Russia-Gate pendant ces 4 dernières années, mais aucune preuve réelle, finalement, n'a été trouvée. Il faut savoir que en 2017, Soros a transféré 18 milliards de fonds sur Open Society pour pouvoir financer, vous vous doutez bien, tout ce qui allait permettre ou servir l'intérêt de dégager Donald Trump de la Maison-Blanche.
Donc Open Society est soupçonné de renforcer les actions sociales, même par des fondations telles que la fondation Ford et la fondation Rockefeller, c'est-à-dire que si aux États-Unis un grand nombre de mouvements sont financés par des groupes philanthropiques de gauche, parmi lesquels vous avez par exemple la fondation de l'ancien président de Microsoft, pas Bill Gates, mais celui qui lui a succédé. Vous avez également d'autres grandes familles américaines qui ont des fondations, mais l'ensemble de ces fondations sont en général des fondations très portées à gauche politiquement, mais c'est l'Open Society qui, de par sa puissance aujourd'hui, eh bien, insuffle à ses homologues américains, comme la fondation Ford et la fondation Rockefeller, qui sont les deux plus grosses et les deux plus importantes et influentes aux États-Unis, de s'orienter dans des financements qui ne sont pas des financements uniquement de justice, de revendications sociales et compagnie. Open Society est donc soupçonné de renforcer des actions sociales, même par donc l'intermédiaire des fondations Ford et Rockefeller. Open Society a été accusé par la presse israélienne, par exemple, d'avoir financé des groupuscules anti-israéliens et pro-palestiniens. Par exemple, en 2015, Open Society a été banni de la Russie parce qu'il a été démontré que Open Society finançait des groupes et des mouvements anti-Poutine. En 2017, avec d'autres ONG, Open Society a encouragé la vague de migration africaine vers l'Europe. En même temps, Soros a commencé à avoir des problèmes dans un certain nombre de pays, puisque en Bulgarie, en Hongrie, et en Pologne, et en Macédoine, les gouvernements ont commencé à véritablement mettre Soros au pilori et le montrer du doigt comme étant un influenceur qui cherche à déstabiliser des régimes. Alors, idem aux USA, où Soros sera pointé du doigt par des organismes de financement d'ONG et associations qui ont vocation à terme à toutes les possibilités d'enrayer ou de perturber, voire même de provoquer des conflits internes au pays pour dégager Trump. Parmi ces ONG, parmi ces associations, eh bien, on a BLM. BLM est financé aujourd'hui par une société qui a été créée, je crois, en 2016 ou 2014, je ne sais plus. Enfin, de toute façon, je vous remettrai l'exemple de la vidéo où je parle des BLM et je décortique un petit peu ce qui finance ce BLM. Je ne me souviens plus du nom de cette société, je me demande si c'est pas Artemisia, quelque chose comme ça, qui reçoit donc les financements qui à l'origine avaient été créés ou qui a été en effet créé par la Fondation Ford pour concentrer les investissements, les fonds, on ne parle pas d'investissement, mais là de fonds, de donations, voilà, je cherche le mot, de donations de différents groupes philanthropiques pour financer ensuite les différentes branches de l'organisation BLM. Parce que BLM, ce n'est pas uniquement que Black Lives Matter. BLM, c'est aussi un ensemble d'organisations, un ensemble d'associations qui défendent des intérêts, qui sont pour l'équité, qui sont pour la justice, qui sont pour la revendication de droits de différentes minorités, de différentes communautés. Ça touche à la fois les LGBT, ça touche à la fois les handicapés, donc ça touche un ensemble comme ça de communautés. Quand on regarde un petit peu, de façon un petit peu globale, toutes ces organisations, même si BLM est évidemment celle qui est mise en avant, qui est celle qui est la plus médiatisée du fait des événements qui se sont produits en 2020, on se rend compte que ce sont des groupes très structurés qui cherchent véritablement à imposer dans la société, par la force même, par la dissuasion, des applications de loi ou des revendications pour modifier ou changer radicalement le mode de fonctionnement de la société. Alors évidemment, entre vous et moi, si on regarde dans le détail, il y a des choses sur lesquelles on serait parfaitement d'accord pour que soient véritablement défendus les intérêts de certaines personnes issues des minorités. Par exemple, il y a un projet pour essayer de promouvoir beaucoup plus la présence de personnes handicapées dans les infrastructures, dans les administrations, dans des postes à responsabilité. Comme inversement, vous avez par exemple la proposition, une proposition d'ailleurs qui est en train d'être étudiée dans la ville d'Atlanta en Géorgie, qui est de supprimer le concept de prison tel qu'on le conçoit aujourd'hui aux États-Unis pour le remplacer
par un autre système, par un autre organisation, on va dire. Alors sur le papier, peut-être que ça peut fonctionner, mais évidemment dans la réalité, on se rend compte que c'est très très utopique. Donc voilà un petit peu pour vous donner un petit peu l'exemple aujourd'hui de l'influence que peut avoir aujourd'hui Open Society et donc par conséquent George Soros. Et en 2018, c'est la Turquie qui a commencé aussi à se fâcher un petit peu contre Soros et a obligé la société Open Society à fermer ses bureaux en Turquie. Alors de réputation, Soros est souvent considéré comme un ennemi de la nation, c'est-à-dire que pour lui, la nation, c'est quelque chose de révolu, c'est quelque chose d'anachronique, et lui, évidemment, c'est un mondialiste, c'est un globaliste et c'est un fervent défenseur de l'ordre mondial, tout à fait assumé au point que, avec ses milliards, il est l'un des individus qui aujourd'hui influencent énormément la progression des élites dans les systèmes démocratiques, comme dans beaucoup d'autres systèmes d'ailleurs, et plus particulièrement, il est très très présent dans les organisations et mouvements élitistes américains, plus particulièrement progressistes, et également aussi en Europe. Et d'ailleurs, dans son livre The Age of Fiability, qu'il a écrit en 2006, il dit une chose très claire, c'est « The main obstacle to the stable and just world order is the USA ». Le principal obstacle à la stabilité et la justesse d'un nouvel ordre mondial, enfin d'un ordre mondial, c'est les États-Unis. Donc vous comprenez bien qu'aux États-Unis, George Soros, c'est un nom qui passe pas très très bien aux oreilles des conservateurs. Et on peut dire même que George Soros est un ennemi des conservateurs américains. Donc c'est un fervent défenseur et un artisan d'une gouvernance mondiale, d'une autorité élitiste et une mainmise, une mise sous tutelle des peuples. Voilà, donc il fait partie de cette élite internationale aujourd'hui qui considère que le peuple est ignorant, que le peuple est débile, que le peuple doit être soumis, et que c'est à l'élite incombe la responsabilité du fonctionnement du monde finalement, puisque, comme je le répète, Soros est contre les États-nations, contre la souveraineté même des États-nations. Il circule beaucoup sur Internet la question de savoir est-ce que Soros a été en fait un nazi. Alors il circule parfois des photos, mais c'est très difficile d'identifier si c'est bien Soros ou pas. J'en l'ai dit donc au début de cette vidéo, l'ambiguïté reste toujours très présente. Si cette question a été posée par le journaliste, pour essayer de clarifier la situation, eh bien Soros, lui, s'est expliqué. À l'âge de 14 ans, j'étais pas conscient, j'étais pas suffisamment mature pour avoir véritablement conscience de la situation et des subtilités de la chose. Il y a aussi sur Internet alors un debunk qui a été fait par l'AFP et Reuters sur le fait que circulait sur certains réseaux sociaux une affirmation que George Soros aurait tenue dans le journal allemand Bild qui disait « I'm going to bring down the USA by funding black hate group ». J'irai jusqu'à démolir, enfin faire tomber les USA en créant des groupes haineux de Noirs africains, d'Afro-Américains. We'll put them into the mental drop and make the blame white people, the black community is the easiest to manipulate. C'est un petit peu contradictoire. En effet, nous agirons, enfin nous ferons en sorte de faire un conditionnement mental et faire des Blancs les responsables finalement de tous les maux des Afro-Américains, tout simplement parce que George Soros considérerait que la communauté afro-américaine est très facilement manipulable. C'est un propos qui a été débunké. En effet, difficile aujourd'hui de le trouver dans le journal Bild. C'est un article qui daterait de 2014. Le fait est que moi, personnellement, j'ai essayé de chercher, sauf que le problème, c'est que le Bild, c'est un journal avec abonnés, donc je ne vais pas payer un abonnement
pour essayer de trouver l'article. Donc voilà, je prendrai en caution le fait que l'AFP et Reuters peuvent avoir en effet quelque chose de sérieux. Connaissant le bonhomme, je ne pense pas qu'il se serait amusé quand même à dire ce genre de choses dans un article, mais néanmoins voilà, c'est une information qui circule pas mal sur les réseaux sociaux. Pour continuer, eh bien, je vais vous donner quelques exemples de ce que l'Open Society aujourd'hui a d'influence. L'Open Society, par exemple, a financé 33 millions de dollars en 2015 les organisations de Ferguson pour les lutte en effet contre les violences policières et contre le racisme, surtout particulièrement lorsqu'il y a eu l'affaire de Michael Brown. L'Open Society, c'est également des financements sur Demand Justice, donc, qui est une organisation aux États-Unis qui a plus ou moins un certain nombre d'activités ou d'activisme, on va dire, sur des cas évidemment d'injustice, plus particulièrement contre les systèmes et contre les administrations, qu'elles soient d'État ou d'État fédéral. Vous avez également des financements qui viennent d'Open Society sur la National Public Radio, la NPR, tout simplement parce que les médias, c'est important. Et pour maîtriser un petit peu les médias, eh bien, il faut que les organismes les plus, on va dire, importants soient évidemment aux ordres, finalement, de George Soros. C'est pour ça qu'en 2011, eh bien, il a versé 1,8 million de dollars pour un projet Impact, afin de mettre en place obligatoirement 2 journalistes dans chaque État, donc chaque État dans chaque service de la NPR, dans chaque État, dans les 50 États, afin évidemment de défendre et de promouvoir les idéologies prônées et défendues et financées par l'Open Society. Vous avez également 3 millions de dollars qui ont été versés au Center of America Progress Action Fund de John Podesta. John Podesta, ça vous dit quelque chose? Eh oui, c'est le fameux monsieur qui était en lien avec Hillary Clinton, qui a créé donc ce groupe en 2003 et qui a beaucoup agi évidemment dans l'intérêt des démocrates, que ce soit pendant les campagnes d'Obama contre McCain sur la réélection en 2008, comme aussi sur Hillary Clinton. Et d'ailleurs, il a été plus ou moins impliqué dans l'affaire des mails et serait aussi impliqué dans d'autres affaires, mais pour l'instant, ce sont évidemment des enquêtes très spéculatives concernant ce monsieur. L'Open Society, c'est également des financements de la fondation Tides. Alors la fondation Tides, vous n'en entendrez pas beaucoup parler. Pourquoi? Parce que c'est une fondation qui a une particularité, c'est que c'est une fondation qui assume le fait de financer des mouvements radicaux, des mouvements, oui, comme on dit, radicaux, tout simplement. C'est une fondation qui avait été créée à l'origine en 1976 par Truman Pike et qui a financé en 2010 140 projets, souvent des projets d'ailleurs donc radicaux, mais c'est un moyen pour Open Society tout simplement de financer des mouvements radicaux, des mouvements d'extrême gauche pour la plupart, sans être directement impliqués. C'est un peu le même principe, si vous voulez, des sociétés offshore dans la finance. L'Open Society, c'est également une société qui investit, c'est un mot à mettre entre guillemets, mais qui finance, qui fait des dons à des organisations politiques, mais des organisations pas seulement politiques directement, mais des organisations qui agissent dans l'intérêt de développement, de communication, de stratégie politique. Alors c'est des think tanks évidemment. Là où dans ce domaine-là, on sait que George Soros n'a jamais supporté l'échec, c'est celui de Hillary Clinton. Il faut savoir que George Soros a véritablement eu une haine viscérale à l'encontre de Donald Trump du fait qu'il a gagné en 2016 l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, ça s'en est ressenti par la suite, cette année, quand on voit, en décortiquant un petit peu tout ce qui s'est passé aux États-Unis, étrangement, on trouve de l'Open Society un petit peu partout. Même dans les années passées, quand vous avez eu par exemple le mouvement féministe, qui a eu lieu, je crois, il y a 2-3 ans, eh bien, il y avait de l'Open Society aussi derrière, dans certaines ONG et associations. Et puis l'Open Society, c'est aussi financé la FGLI,
la FGJ, pardon, qui est l'Alliance for Global Justice. Et l'Alliance Global Justice, elle a une particularité, c'est que c'est un des groupes qui finance un mouvement radical d'extrême gauche qu'on appelle les Antifa. Alors, si la Open Society a fait des dons depuis 2004, alors 2004 il y a eu 50 000 $, également 2006, etc., il faut savoir que l'Alliance for Global Justice finance en revanche une autre organisation qui s'appelle Refuse Racism, et Refuse Racism est également une organisation d'extrémisme radical qui finance un groupe d'Antifa non incorporé et qui a été créé en 2016 justement pour, excuse-moi l'expression, mais faire chier Donald Trump, c'est-à-dire foutre le bordel à la moindre occasion pour mettre ça sur le dos de Donald Trump. Il faut savoir que c'est Capital Research, qui est une organisation d'analyse, qui a été une des premières à dénoncer le fait qu'Open Society était un des financiers, je dis bien un des financiers si ce n'est pas le plus important, des groupuscules Antifa, même si encore une fois, il n'y a pas de lien direct entre les Antifa et Open Society, parce qu'Open Society, évidemment, passe par des intermédiaires, pour justement éviter qu'on lui mette de façon quasi certaine sur le dos ces investissements, ces liens d'intérêt qu'il y a avec les mouvements d'extrême gauche. Donc voilà en gros ce qu'il faut retenir sur George Soros. Donc je vous l'ai dit, George Soros aujourd'hui c'est quelqu'un qui a beaucoup de puissance, qui a beaucoup d'influence dans beaucoup de domaines, même si, encore une fois, dans certains pays, bien aujourd'hui, George Soros est persona non grata. Aujourd'hui, certaines presses essayent de dénoncer la puissance et l'influence de George Soros sur les paysages politiques, voire même sur les influences dans les think tanks, dans les ONG, etc. Ce qui fait que ce qui est très intéressant, c'est que quand on voit aujourd'hui des mouvements qui prennent de l'ampleur, comme ça a été le cas aux États-Unis avec les BLM, eh bien, il est, je dirais, presque obligatoire de faire une petite analyse, d'essayer de décortiquer qui sont derrière ces mouvements, qui sont dans les coulisses, et étrangement, eh bien, on se rend compte que Open Society n'est jamais très loin. Je rappelle que Open Society a été incriminé dans des mouvements liés à la révolution ukrainienne et voire même à l'affaire de la fameuse place Maïdan. Je rappelle que Open Society aujourd'hui, même encore si c'est encore de façon indirecte, finance des ONG pour faciliter les flux migratoires vers l'Europe. Et tout ça fait partie évidemment du plan de destruction des États. Chose que George Soros est l'un des acteurs, je dis bien l'un des acteurs les plus influents aujourd'hui dans cet objectif-là. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur George Soros. Qui est ce personnage? Alors aujourd'hui, George Soros, évidemment, il a 90 ans. On ne sait pas encore dans combien d'années il va vivre, mais il est évident que George Soros va faire en sorte de léguer son héritage idéologique à l'un de ses fils, qui certainement pérennisera le mouvement, puisque, encore une fois de plus, George Soros n'est que la tête pensante, mais il y a une multitude d'organisations, dont celle dont je vous ai parlé, Open Society, est évidemment une des plus opérantes, on va dire, en matière de société philanthropique pour aider, faire des dons, financer une multitude d'activités. D'ailleurs, je vous mettrai ici, sur le plan politique, toutes ces sociétés que vous voyez là, tous ces groupes que vous voyez là, sont en lien avec Open Society. Donc, vous voyez, c'est vraiment... c'est une pieuvre, finalement. C'est-à-dire que si on devait comparer aujourd'hui George Soros à une organisation dans l'inconscient collectif, ben c'est une mafia. C'est-à-dire que c'est le parrain d'un réseau mafieux, mais qui n'a pas d'activité criminelle proprement dit, qui ne tire pas du profit d'activité criminelle, mais qui a tout simplement un intérêt, une doctrine, à faire en sorte d'influencer, pas seulement sur le plan économique, mais surtout sur le plan social et politique, eh bien, un ensemble de pays dans cette volonté tout simplement de destruction de l'État-nation, de destruction de la souveraineté des peuples, tout simplement en faisant monter
provoquer la température sur différentes difficultés, différentes spécificités culturelles, sociétales que certains pays ont. C'est aux États-Unis le problème du racisme, de la violence policière, de la discrimination. En France, c'est évidemment la montée de l'islamisme radical et avec derrière toutes les associations, groupements, ONG qui essaient de temporiser un petit peu la situation, mais qui fait monter évidemment la température parce que générant par leurs influences, par leur capacité à dissuader, on va dire, le politicien à jouer plutôt dans une cour que dans une autre, mais évidemment provoquer le sentiment d'injustice du peuple qui, à un moment donné, on va le pousser jusqu'à ce que ça pète, jusqu'à ce que ça explose. C'est le principe, c'est diviser pour mieux régner, hein, une vieille expression, mais qui aujourd'hui prend toute son ampleur, et dont d'ailleurs George Soros aujourd'hui est un acteur essentiel. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche aussi, n'hésitez pas à liker aussi. Je vous rappelle, pour l'instant, il n'est pas question de faire en sorte que cette chaîne soit monétisée. Tout ce que je fais, je le fais gratuitement pour vous aider, pour vous donner de l'information, pour vous donner des données, pour mieux comprendre un peu les situations telles qu'elles soient. Et là, j'ai juste à côté de moi quelqu'un qui semble être pressé de vouloir sortir, alors je vous laisse immédiatement et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.